Vous croyez connaître les mangas. Vous vous faites une image assez nette de ce qu'ils représentent. Eh bien, si c'est le cas, attendez-vous aujourd'hui à faire la rencontre d'un auteur qui va vous emmener très loin de ce que vous pensez savoir. Alors, si vous avez envie de découvrir quelque chose d'inattendu, de très original et qui s'affranchit de nombreuses ficelles de la BD japonaise, installez-vous confortablement et ouvrez les esgourdes. Pour la première fois sur la chaîne, je vais vous présenter un livre d'Oji Tsuzuki, figure du courant Gekiga. Les éditions Atrabile viennent en effet de publier La fille à la moto, un recueil d'histoires courtes, écrites et dessinées par la main de l'artiste. Le livre contient une dizaine de récits, dont le plus vieux remonte à 1973 et le plus récent à 1998. Mine de rien, au fil d'environ 200 pages, on va donc couvrir une vingtaine d'années de la carrière de l'auteur, et si ça, ce n'est pas intéressant, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais avant de rentrer dans le détail, un petit mot sur la qualité de l'édition. Ce livre ne passera pas inaperçu dans votre bibliothèque. L'ouvrage propose en effet une couverture cartonnée et rigide, très colorée et contrastée. Le papier est épais et résistant, ce qui est de bon augure pour la longévité de l'ensemble. Et en plus de la dizaine d'histoires présentes, l'éditeur a ajouté, en toute fin, des repères biographiques ainsi qu'une postface pour nous raconter le parcours de l'auteur. De quoi satisfaire les amateurs de beaux livres. Mais rentrons à présent dans le vif du sujet. Le recueil s'ouvre sur une histoire qui date de 1973 et qui donne son nom à l'ouvrage. On y suit, au fil d'une vingtaine de pages, la balade d'une collégienne à moto. Elle roule sur son destrier mécanique, interagit très brièvement avec quelques automobilistes, fait une halte dans un restaurant ou encore se rend face à l'océan. Rien d'extraordinaire donc, on pourrait même difficilement parler de scénario en tant que tel. Nous sommes simplement les témoins d'une succession de moments au cours de cette balade. On ne sait quasiment rien d'elle, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas où elle va. Mais ici, ce n'est absolument pas le propos, car il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Nous n'avons pas affaire à un récit traditionnel. Tous ces petits moments sont décousus. Il y a de nombreuses ellipses. Effectivement, l'auteur mélange la réalité et les pensées de la jeune fille. Elle dit par exemple, intérieurement, qu'elle aime chanter. Et quelques pages plus tard, nous voyons un homme avec des ailes d'insecte chanter et jouer de la guitare dans le ciel. Suzuki se donne ainsi une immense liberté et ne se soucie absolument pas de faire des distinctions ou des transitions évidentes en ce qui concerne ces visions surréalistes qui s'invitent dans cette historiette. Ce caractère poétique, nous le retrouvons dans un texte qui fait penser au fameux haïku. En effet, lorsque nous lisons les pensées de la jeune fille, elles sont faites de phrases très courtes, souvent très descriptives, ce qui fait donc penser à la structure des haïkus. Par exemple, l'accélérateur crie et rugit à fond sur ma moto. Ces deux phrases et leur juxtaposition peuvent sembler étranges, car ces choses-là, nous les voyons. Elles sont déjà représentées au travers du dessin. C'est donc quelque chose de très inhabituel dans la BD japonaise en général. Nous nous retrouvons ainsi très vite à la frontière de la poésie et c'est un élément très intéressant chez cet auteur. Il y a un affranchissement des codes narratifs attendus, il mélange les styles. Pour vous donner un autre exemple d'histoire présente dans ce recueil, parlons de la seconde, intitulée La nocturne du visiteur Soul. Le personnage principal nous décrit ses longues soirées, voire journées, de beuverie. On le voit déambuler dans les rues de la ville, aller de bar en bar, pour s'imbiber d'alcool. Notre personnage passe par le poste de police ou encore par l'hôpital. On assiste donc à sa déchéance et à sa quasi-autodestruction
par l'alcool. Mais malgré le synopsis peu avenant et la thématique sombre, une fois de plus, l'auteur arrive, de manière très surprenante, à glisser ici ou là de la poésie. Il le fait principalement au travers du texte. On pourra lire le narrateur, pourtant alcoolique notoire, glisser des phrases telles que « J'abandonnais une âme et un corps grelottant pour aller chercher les rayons de soleil de l'imaginaire ». Il semblerait donc que peu importe le contexte, Suzuki arrive toujours à nous amener vers la poésie grâce à de jolies tournures, images, métaphores ou allégories. Cela donne au texte un caractère littéraire assez rare dans la BD japonaise pour le souligner. Il ne faut donc pas s'y tromper et j'insiste lourdement sur cet aspect, si vous vous attendez à lire quelque chose de traditionnel en ouvrant ce livre, vous risquez très fortement d'être rebuté. De la même manière que nous ne lisons pas un recueil de poésie comme nous lisons un roman, je vous invite à bien vous positionner avant de vous lancer dans cette lecture pour pouvoir en profiter pleinement. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau au traducteur Léopold Dahan, et grâce à lui, nous pouvons lire de belles phrases telles que « Mais au bout de 50 années, je me demande quel paysage on découvre au lendemain des remords et des émotions du voyage. » Ou encore « J'ai marché dans un monde où seul le bleu du ciel existait. » Pour ma part, j'ai rarement lu de telles tournures de phrases dans une BD japonaise. Et ces fulgurances ressortent d'autant plus car elles sont inattendues, souvent prononcées ou pensées par des gens lambda et non par des érudits ostensibles. Nous avons donc ici un élément qui nous oblige à prendre notre temps et à faire attention à la qualité du texte. Autrement dit, ce n'est pas un livre à lire entre la poire et le fromage. Troisième exemple d'histoire présente dans ce recueil, celle intitulée Introduction à la vie mélancolique. Il s'agit davantage d'un exercice de style que d'un récit fluide et habituel, car dans ces pages, l'auteur semble se mettre directement en scène. Il le fait pour dépeindre son quotidien, mais surtout pour coucher sur le papier son imagination débordante, ainsi que les relations qu'il entretient avec ses propres personnages. Il les imagine, leur parle, les voit. Il dessine ici sa vie, quelque peu miséreuse, car il est sans le sou, vivant seul dans une toute petite chambre et passant son temps à dormir, à fumer et à écrire ses bandes dessinées. Il est souvent interrompu par des visites de ses propres personnages ou encore de connaissances bel et bien réelles. Cette histoire courte est un autre exemple de l'affranchissement que Suzuki pratique à l'endroit des codes narratifs traditionnels et attendus dans les mangas. Il mélange sans cesse quotidien crédible et interaction surréaliste, mais il le fait, encore une fois, sans utiliser de délimitation claire à l'image du déroulement d'un rêve. Tout se mélange, tout se percute, tout s'entrecroise, au lecteur de faire la part des choses. D'ailleurs, cet enchevêtrement nous fera éventuellement penser à un titre comme Élégie en rouge, dans lequel, là aussi, la frontière entre réel et imagerie est très floue. En ce qui concerne l'aspect graphique, le dessinateur a passé énormément de temps, en tout cas on peut le deviner facilement, sur chaque case. Elles sont toutes très chargées entre hachurage, griffonnage et tout simplement remplissage. C'est presque un défi de trouver dans les cases des espaces immaculés où on ne verrait aucune encre. Chaque texture, chaque élément a reçu des coups de pinceau, des coups de crayon. C'est le cas des personnages, mais aussi de tous les éléments du décor, quels qu'ils soient. Le sol, le ciel, les bâtiments, une tasse de thé, la surface d'une table, une nappe, une théière, et on en passe. Globalement, le trait de l'artiste est plutôt gras et appuyé. Nous pouvons certainement imaginer qu'un grand nombre de lecteurs n'adhèrent pas à ce style graphique peu raffiné et lourd qui est aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui dans la BD japonaise. De fait, ici, la patte de l'auteur ne flatte pas nécessairement la rétine, elle est brute, elle est sauvage. Elle n'est ni fine ni délicate, mais en même temps, elle semble pertinente pour dépeindre ces petites gens, ces arrière-boutiques, ces bars
et ses rues mal fréquentées. Effectivement, nous suivons des instants dans la vie de gens lambda. Ce dessin renvoie donc à cette idée. On y voit le gris de la ville et le noir de la nuit. Tout cela est très organique, à l'opposé d'un dessin assisté par ordinateur. Il est donc très marqué par son époque. Alors derrière chaque trait, la présence de l'auteur devient viscérale, elle devient tangible. Je comprends tout à fait que ce style est susceptible de rebuter beaucoup de lecteurs, ce qui est amusant, car pour moi, la question ne se pose même pas. Je préfère absolument avoir sous les yeux ce type de patte graphique, très authentique, originale et humaine, bien que rude, plutôt qu'une énième proposition propre et lisse, mais qui résonne d'un silence assourdissant de manque de créativité. Mais souvenez-vous que ce recueil couvre une vingtaine d'années de la carrière de l'auteur. Eh bien, ce n'est pas du tout anecdotique, car arrivé au dernier quart du livre, nous découvrons une succession d'histoires dans lesquelles le style graphique de l'auteur est considérablement différent de celui utilisé dans les histoires précédentes. Et lorsque nous jetons un œil au sommaire, nous constatons effectivement que nous venons de faire un bond dans le temps d'environ 5 ans. Toutes les histoires précédentes ont été écrites entre 1973 et 1974, mais celle qui se présente maintenant à nous date de 1981. Il est alors très intéressant de constater que son dessin a changé, il a évolué, à tel point que nous verrons des planches à partir de maintenant qui, personnellement, m'ont beaucoup fait penser à la patte de Yoshihiro Tatsumi. Ce dessin devient somme toute beaucoup plus réaliste, en tout cas quand on le compare à celui des années plus reculées. Et toujours comme faisant écho à Tatsumi, voire à Tsuge, il en va de même pour les thématiques de ces histoires, puisque pour plusieurs d'entre elles, il n'est plus question d'onirisme et de poésie, mais davantage de sujets très terre-à-terre. Non seulement ce virage est très surprenant, mais il montre à quel point Suzuki a été capable d'évoluer drastiquement au fil de sa carrière. Ainsi, il enchaîne les idées débridées, les tentatives libératrices à tous les étages, et la frontière entre réalité et imaginaire est souvent absente. Tout est inattendu, déstabilisant, imprévisible, et que nous y adhérions ou non, nous ne pouvons pas lui enlever ce foisonnement créatif décomplexé au dernier degré. Autrement dit, ça dégouline d'imagination et c'est tout sauf linéaire. Suzuki fait indubitablement partie des ovnis de la BD japonaise, et avec lui, nous pourrions difficilement être plus éloignés des mangas grand public. Nous avons beaucoup plus l'impression de parcourir un exercice, d'observer des tentatives et de jouer avec un kaléidoscope que de suivre des narrations claires et facilement compréhensibles. Mais tout cela ne veut pas dire, bien sûr, que c'est inintéressant, bien au contraire. Cependant, je ne recommanderais pas à un néophyte de commencer sa découverte de la BD japonaise par des auteurs tels que Suzuki. Ce type d'ouvrage s'adresse à des gens qui ont soif de lire autre chose qu'un énième titre formaté qui ne ruerait pas dans les brancards. Il ne faut donc pas s'aventurer vers cet auteur en espérant lire quelque chose de limpide, mais il constitue un excellent exemple pour démontrer la grande variété de la BD japonaise. Pour ma part, je dois dire que je me réjouis que de telles œuvres et de tels auteurs puissent aujourd'hui nous parvenir, malgré leur nature des plus extravagantes. Cela montre peut-être qu'un public aujourd'hui dit de niche grandit et que cela pourrait contribuer à apporter, chez nous, ces lettres de noblesse au manga tant attendues. Alors oui, Suzuki est opaque, sibyllin, énigmatique et nébuleux, mais il est aussi un artiste libre, un créatif qui n'a pas peur d'aller à l'encontre des codes de son art, quitte à aliéner une grande partie du lectorat et qui se donne tous les moyens pour exprimer sa douce folie. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Au Rayon Manga. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Season came in, change of time.